Comment rester calme en toutes circonstances? Les secrets du stoïcisme. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes restent imperturbables, même face aux situations les plus stressantes? Pendant que le monde autour d'elles s'effondre, elles conservent leur calme, leur clarté d'esprit, leur capacité à prendre des décisions rationnelles. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets stoïciens qui vous permettront, vous aussi, de développer cette tranquillité intérieure inébranlable. Dans ce monde moderne où tout va trop vite, où les sollicitations sont constantes, où le stress semble être devenu la norme, la capacité à maintenir son calme n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est une compétence vitale qui peut transformer non seulement votre bien-être mental, mais aussi vos relations, votre carrière, et littéralement chaque aspect de votre existence. Les philosophes stoïciens de la Rome antique, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont développé des techniques incroyablement puissantes pour cultiver cette sérénité imperturbable. Et le plus beau, ces méthodes sont encore plus pertinentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 2000 ans. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu futur. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec vous une technique particulièrement puissante que j'utilise personnellement dans les moments les plus difficiles. Une stratégie qui a littéralement changé ma vie. Avant de plonger dans ces principes transformateurs, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a incarné cette philosophie de manière extraordinaire. Marc Aurèle n'était pas seulement un philosophe, c'était l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque. Vous pourriez penser qu'avec tout ce pouvoir, sa vie aurait été facile, confortable, dénuée de stress. La réalité était exactement l'inverse. Marc Aurèle a passé la majeure partie de son règne à combattre des guerres aux frontières de l'Empire. Il a perdu plusieurs de ses enfants. Il a dû gérer des trahisons, des épidémies dévastatrices, des catastrophes naturelles et les intrigues politiques incessantes du pouvoir. Il avait toutes les raisons du monde de perdre son calme, de devenir cynique, amer ou tyrannique comme tant d'empereurs avant et après lui. Pourtant, chaque soir, après des journées épuisantes de batailles et de responsabilités écrasantes, Marc Aurèle prenait le temps d'écrire dans son journal. Ces écrits, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation, n'étaient pas destinés à être publiés. C'étaient simplement ses réflexions personnelles, ses rappels à lui-même sur comment rester calme, rationnel et vertueux face à l'adversité. Dans ces pages, nous découvrons un homme qui luttait avec les mêmes défis émotionnels que nous tous, mais qui avait développé des outils philosophiques puissant pour maintenir son équilibre intérieur. Il se rappelait constamment que les événements extérieurs n'ont pas le pouvoir de nous troubler, que c'est uniquement notre jugement sur ces événements qui crée notre détresse. La leçon ici est claire. Si l'homme le plus puissant du monde antique, face à des responsabilités et des difficultés que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer, pouvait maintenir son calme grâce à la philosophie stoïcienne, alors vous le pouvez aussi. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, peu importe combien la vie semble chaotique, vous avez en vous la capacité de cultiver une paix intérieure profonde. Êtes-vous prêt à découvrir comment? Alors, commençons. Première clé. Comprenez que vos pensées créent vos émotions. Voici peut-être la révélation la plus fondamentale et la plus libératrice de toute la philosophie stoïcienne. Un principe si simple qu'il peut sembler évident, et pourtant si profond que sa véritable compréhension peut transformer complètement votre expérience de la vie. Ce ne sont pas les événements qui vous troublent, mais vos pensées sur ces événements. Épictète, ce sage qui fut d'abord esclave avant de devenir l'un des philosophes les plus influents de son temps, l'a exprimé avec une clarté remarquable. Les hommes ne sont pas troublés par les choses qui arrivent, mais par les opinions qu'ils ont de ces choses. Laissez cette vérité pénétrer vraiment. Vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont pas causées directement par ce qui se passe autour de vous, mais par votre interprétation de ce qui se passe.
Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes au travail et que votre patron vous envoie un message brusque. Venez me voir immédiatement. Que se passe-t-il dans votre esprit? Pour la plupart des gens, l'anxiété monte instantanément. Le cœur s'accélère, les mains deviennent moites, l'esprit se met à imaginer les pires scénarios. J'ai fait quelque chose de mal, je vais être réprimandé, peut-être même licencié. Oh non, comment vais-je payer mes factures? Mais remarquez quelque chose de crucial. À ce stade, aucun événement négatif réel ne s'est produit. Tout ce qui s'est passé, c'est que vous avez reçu un message court. Le reste, toute cette anxiété dévorante, est entièrement créée par votre esprit, par les pensées et les interprétations que vous avez plaquées sur ce simple fait. Maintenant, imaginez une personne différente recevant exactement le même message. Cette personne pense « Mon patron doit avoir besoin de mon expertise sur quelque chose. » Ou peut-être a-t-il de bonnes nouvelles à partager. Voyons de quoi il s'agit. Cette personne reste calme, peut-être même légèrement curieuse ou excitée. Même message, réactions émotionnelles complètement différentes. Pourquoi? À cause des pensées différentes. J'ai vécu moi-même une illustration puissante de ce principe il y a quelques années. J'attendais les résultats d'un projet important sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. Quand le moment est venu de recevoir le feedback, j'étais incroyablement anxieux. Mon esprit était rempli de pensées catastrophiques. Et si tout ce travail était un échec? Et si les gens pensent que je suis incompétent, ma réputation sera ruinée. Puis je me suis souvenu d'Épictète. Je me suis arrêté et j'ai examiné mes pensées. Aucune de ces choses terribles ne s'était réellement produite. Je ne faisais que me torturer avec des scénarios imaginaires. J'ai consciemment changé mes pensées. Peu importe le résultat, j'ai fait de mon mieux avec les ressources que j'avais. Ce feedback sera une opportunité d'apprentissage. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, j'apprendrai et je m'améliorerai. Dans les deux cas, je vais bien. Devinez quoi? Mon anxiété a diminué instantanément. Pas complètement, je suis humain après tout, mais de manière significative. Et quand j'ai finalement reçu le feedback qui était mixte, positif et négatif, j'étais dans un état d'esprit calme et réceptif, capable d'écouter objectivement et de tirer des leçons utiles. Voici la clé pratique. Commencez à observer vos pensées. La plupart du temps, nous ne sommes même pas conscients de nos pensées. Elles défilent si rapidement, si automatiquement, que nous ne les remarquons pas. Nous ne remarquons que les émotions qu'elles génèrent, et nous pensons que ces émotions sont causées directement par les événements extérieurs. Pendant la semaine prochaine, faites cet exercice. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, qu'elle soit négative ou positive, faites une pause. Prenez une grande respiration. Puis demandez-vous, quelle pensée vient juste de traverser mon esprit? Quelle interprétation ai-je faite de cette situation? Écrivez-la si possible. Ensuite, questionnez cette pensée. Est-elle absolument vraie? Y a-t-il d'autres façons d'interpréter cette situation? Si un ami me racontait exactement la même situation, quelle perspective plus équilibrée pourrais-je lui offrir? Cette simple pratique d'observation et de questionnement de vos pensées est le premier pas vers la maîtrise émotionnelle. Marc Aurèle s'exerçait constamment à cela. Dans ses méditations, il s'écrivait des rappels. « Retire ton jugement et j'ai été blessé et retiré. Retire, j'ai été blessé et la blessure est retirée. » Il comprenait que notre souffrance émotionnelle n'est pas causée par ce qui nous arrive, mais par notre jugement, que ce qui nous arrive est terrible. Quelqu'un vous insulte, ce ne sont que des mots, des vibrations sonores dans l'air. C'est votre jugement que ces mots sont blessants qui crée la douleur. Vous perdez de l'argent? Ce ne sont que des chiffres changeant dans un système. C'est votre jugement que cette perte est catastrophique qui crée l'anxiété. Une relation se termine? C'est simplement un changement dans les circonstances. C'est votre jugement sur ce que cela signifie qui crée la tristesse. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais ressentir de tristesse, de colère ou de peur. Ces émotions font partie de l'expérience humaine. Mais ce que je dis,
c'est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur ces émotions que vous ne le pensez. En changeant vos pensées, vous changez vos émotions. Et en changeant vos émotions, vous changez votre expérience de la vie. Commencez dès aujourd'hui à devenir conscient de vos pensées. Observez-les comme vous observeriez les nuages dans le ciel, passant, me changeant, mais ne vous définissant pas. Questionnez-les et choisissez consciemment des pensées plus utiles, plus rationnelles, plus en accord avec la réalité. C'est le premier pas sur le chemin vers un calme imperturbable. Deuxième clé, focalisez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Après avoir compris que vos pensées créent vos émotions, la question naturelle devient: sur quelles pensées devrions-nous nous concentrer? C'est ici que le deuxième principe stoïcien entre en jeu. Et il est si puissant qu'il pourrait à lui seul éliminer la majorité de votre stress si vous l'appliquiez vraiment. Concentrez votre attention et votre énergie uniquement sur ce qui est dans votre contrôle. Épictète divisait toutes les choses en deux catégories, celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Dans la première catégorie, il plaçait nos opinions, nos désirs, nos aversions, nos actions, nos intentions. Dans la seconde catégorie, absolument tout le reste, le corps, la propriété, la réputation, les positions sociales, les actions et opinions des autres, la météo, l'économie, la politique, littéralement tout ce qui est extérieur à notre esprit et à notre volonté. Sa conclusion était radicale. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, en un mot, toutes nos actions propres. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont notre corps, nos biens, notre réputation, nos dignités, en un mot, tout ce qui n'est pas notre action propre. Et voici la partie cruciale. Les choses qui dépendent de nous sont naturellement libres, sans empêchement, sans entrave. Celles qui n'en dépendent pas sont faibles, esclaves, sujettes à empêchement, étrangères. Souviens-toi donc que si tu prends pour libres les choses naturellement esclaves et pour tiennes propres les choses étrangères, tu connaîtras l'entrave, l'affliction, le trouble, et tu accuseras les dieux et les hommes. Mais si tu prends pour tien seulement ce qui est vraiment tien, et pour étranger ce qui est étranger, personne ne te forcera jamais, personne ne t'empêchera, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi, personne ne te nuira, et tu n'auras point d'ennemis, car on ne te fera rien subir de nuisible. Laissez cette sagesse pénétrer. Si vous vous concentrez sur ce qui est hors de votre contrôle, vous serez constamment frustré, anxieux, déçu. Vous serez à la merci des caprices du destin, des actions des autres, des changements imprévisibles du monde. Vous serez comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues, impuissant. Mais si vous concentrez votre attention uniquement sur ce qui est dans votre contrôle, sur vos propres pensées, jugements, intentions et actions, vous reprenez le pouvoir. Soudainement, vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous devenez l'architecte de votre propre expérience intérieure. Permettez-moi de partager comment j'ai appliqué ce principe lors d'une situation particulièrement stressante. Il y a quelques années, j'ai traversé une période professionnelle difficile. L'entreprise pour laquelle je travaillais restructurait et il y avait des rumeurs constantes de licenciement. Pendant des semaines, j'étais dans un état d'anxiété permanente. Je vérifiais mes emails obsessivement, j'analysais chaque conversation avec mes supérieurs. Je dormais mal, incapable de penser à autre chose. Puis un jour, épuisé par cette anxiété constante, je me suis assis et j'ai fait une liste. D'un côté, j'ai écrit tout ce qui était hors de mon contrôle dans cette situation. La décision de l'entreprise de restructurer, les critères qu'ils utiliseraient pour décider qui garder, l'économie générale, ce que mes collègues faisaient ou disaient. De l'autre côté, j'ai écrit ce qui était dans mon contrôle, la qualité de mon travail actuel, mon attitude, ma préparation pour d'autres opportunités, comment je passais mon temps libre, mes relations avec ma famille et mes amis. Ce simple exercice a été incroyablement libérateur.
j'ai réalisé que je gaspillais presque toute mon énergie mentale sur la première liste, celle des choses hors de mon contrôle. Et j'ai décidé de faire un changement radical. J'ai consciemment choisi de cesser de me préoccuper de ces choses. Chaque fois que mon esprit commençait à ruminer sur « vais-je être licencié ?», je le ramenais doucement mais fermement à la deuxième liste « qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Je me suis concentré sur faire un excellent travail chaque jour. J'ai mis à jour mon CV. J'ai contacté des personnes dans mon réseau professionnel. J'ai passé du temps de qualité avec mes proches. J'ai pris soin de ma santé. Essentiellement, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, puis j'ai lâché prise sur le reste. Le résultat, mon niveau d'anxiété a chuté dramatiquement. Je dormais mieux. J'étais plus présent dans mes relations. Paradoxalement, en cessant de m'obséder sur le résultat, ma performance au travail s'est même améliorée. Et quand la décision finale est tombée, j'étais dans un état d'esprit calme et préparé, capable d'y faire face de manière constructive, quelle qu'elle soit. Voici un exercice puissant que vous pouvez faire dès maintenant. Prenez un papier et tracez une ligne au milieu. À gauche, écrivez « hors de mon contrôle ». À droite, écrivez « dans mon contrôle ». Puis pensez à quelque chose qui vous stresse. Actuellement, et commencez à lister tous les aspects de cette situation dans les deux colonnes. Soyez honnête et rigoureux. Beaucoup de choses que nous pensons contrôler ne le sont pas vraiment. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous aime. Vous ne pouvez pas contrôler si vous obtenez cette promotion. Vous ne pouvez pas contrôler si vous tombez malade. Mais vous pouvez contrôler comment vous traitez les gens. Vous pouvez contrôler la qualité de votre travail. Vous pouvez contrôler vos habitudes de santé. Une fois que vous avez vos deux listes, faites cette déclaration à vous-même. Je choisis de ne plus gaspiller mon énergie sur ce qui est dans la colonne de gauche. À partir de maintenant, je vais concentrer 100% de mon attention et de mes efforts sur ce qui est dans la colonne de droite. Puis, agissez en conséquence. Chaque fois que vous vous surprenez à ruminer sur quelque chose de la colonne de gauche, reconnaissez-le avec bienveillance. Ah, mon esprit s'inquiète de nouveau de quelque chose que je ne peux pas contrôler. Puis, redirigez consciemment votre attention vers la colonne de droite. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans ce moment présent, qui soit dans mon contrôle? Marc Aurèle pratiquait constamment ce principe. Il se rappelait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Il était l'homme le plus puissant de son empire, et pourtant il comprenait les limites fondamentales de son pouvoir. Il ne pouvait pas contrôler si ses ennemis l'attaquaient, si ses alliés le trahissaient, si la peste ravageait ses terres. Mais il pouvait contrôler comment il répondait à tout cela avec sagesse, courage et vertu. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est la clé de voûte de la tranquillité stoïcienne. Maîtrisez-la, et vous aurez fait un pas de géant vers ce calme imperturbable que vous recherchez. Troisième clé, pratiquez la visualisation négative. Nous arrivons maintenant à une technique qui peut sembler contre-intuitive dans notre culture obsédée par la pensée positive, mais qui est extraordinairement efficace pour cultiver la sérénité. La visualisation négative. Les stoïciens l'appelaient praemeditatio malorum, la préméditation des maux. C'est l'art d'imaginer régulièrement que les choses que vous chérissez pourraient vous être enlevées. Avant que vous ne pensiez que c'est morbide ou dépressif, laissez-moi vous expliquer. Pourquoi c'est en fait l'un des outils les plus puissants pour la paix mentale et le bonheur. Cette pratique a deux objectifs principaux. Premièrement, elle vous prépare psychologiquement aux difficultés potentielles, réduisant considérablement leur impact émotionnel si elles se produisent réellement. Deuxièmement, et peut-être plus importante encore, elle vous aide à apprécier profondément ce que vous avez maintenant. Sénèque écrivait « Méditez sur votre mortalité et sur celle de tout ce que et vous aimez. Réfléchissez au fait que tout ce qui vous arrive maintenant pourrait ne plus être là demain. De cette façon, vous n'aurez jamais rien pour acquis. Et quand quelque chose de mauvais arrive, vous ne serez pas pris au dépourvu. Pensez-y. Pourquoi souffrons-nous tant quand nous perdons quelque chose? Principalement parce que nous tenions cette chose pour acquise.
nous pensions inconsciemment qu'elle serait toujours là. Notre travail, notre santé, nos proches, nos possessions, notre réputation, tout cela nous semble permanent jusqu'à ce que soudainement ce ne le soit plus. Et alors, nous sommes dévastés. La visualisation négative inverse cette dynamique. En imaginant régulièrement la perte, nous accomplissons deux choses remarquables. D'abord, nous réalisons que nous sommes plus résilients que nous ne le pensions. Nous découvrons que même si ces pertes se produisaient, nous trouverions un moyen de continuer, comme d'innombrables personnes avant nous l'ont fait. Cette réalisation réduit notre peur et notre anxiété. Ensuite, et c'est encore plus transformateur, quand nous revenons au présent après avoir imaginé la perte, tout ce que nous avons nous semble soudainement précieux et fragile d'une manière nouvelle. Nous voyons avec des yeux frais. La gratitude nous envahit naturellement. Nous cessons de prendre les choses pour acquises. J'ai commencé à pratiquer cet exercice il y a quelques années et son impact sur ma vie a été profond. Chaque matin, après ma méditation, je prends quelques minutes pour imaginer calmement perdre quelque chose d'important. Parfois, c'est ma santé. J'imagine me réveiller un jour incapable de marcher ou apprendre que j'ai une maladie grave. Comment réagirais-je? Que ferais-je différemment? Comment trouverais-je un sens et une joie malgré cette difficulté? D'autres fois, j'imagine la perte d'une relation importante. J'imagine que cette personne que j'aime profondément n'est plus dans ma vie, que ce soit par la mort, le départ ou la rupture. Comment me sentirais-je? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir dit ou fait? Comment honorerais-je cette relation même dans son absence? Cette pratique, loin de me déprimer, m'a rendu infiniment plus reconnaissant et plus intentionnel. Quand je vois mes proches maintenant, je les vois avec une appréciation accrue. Je ne remets plus à demain leur dire que je les aime. Je ne gaspille plus notre temps précieux ensemble sur des choses triviales. Chaque interaction devient plus riche, plus présente, plus significative. Et quand des difficultés réelles surviennent, et elles surviennent toujours, je suis moins secoué. Il y a quelques mois, j'ai appris une nouvelle professionnelle décevante qui aurait auparavant ruiné ma semaine. Mais parce que j'avais déjà imaginé ce scénario, et pire encore, parce que je m'étais déjà demandé comment je réagirais, j'ai pu rester relativement calme. J'ai ressenti de la déception, bien sûr, mais pas de panique, pas de catastrophisme. J'ai simplement reconnu, oui, c'est décevant, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai survécu à des choses plus difficiles. Quelle est la prochaine étape constructive? Marc Aurèle pratiquait quotidiennement cet exercice. Chaque matin, il se préparait mentalement aux défis potentiels de la journée. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui sont ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux. Ils sont comme ça par ignorance du bien et du mal. Mais moi, qui ai compris la nature, du bien et du mal, qui sait que ces personnes sont mes frères, partageant la même raison divine, je ne peux pas être blessé par eux. Voyez comment il se préparait non pas avec peur, mais avec philosophie. Il anticipait les difficultés potentielles, puis recadrait sa pensée à leur sujet d'une manière qui préservait sa tranquillité. C'est l'essence de la visualisation négative. Anticiper, puis recadrer. Comment pouvez-vous pratiquer cela concrètement? Voici un exercice que je recommande. Chaque soir avant de vous coucher ou chaque matin au réveil, prenez 5 minutes. Fermez les yeux, respirez profondément, puis imaginez calmement une perte potentielle. Ne choisissez pas nécessairement la chose la plus catastrophique chaque fois. Alternez. Parfois, imaginez perdre quelque chose de majeur. D'autres fois, quelque chose de plus petit. Vraiment visualisez le scénario. Comment apprendriez-vous la nouvelle? Que ressentiriez-vous initialement? Puis, et c'est crucial, imaginez-vous faisant face avec sagesse et résilience. Imaginez-vous trouvant des ressources en vous que vous ne saviez pas avoir. Imaginez-vous recevant du soutien de sources inattendues. Imaginez-vous 6 mois ou 1 an plus tard, ayant non seulement survécu, mais ayant grandi de cette expérience. Ensuite, ouvrez les yeux et revenez au présent. Regardez autour de vous. Remarquez tout ce que vous avez toujours. Ressentez la gratitude pour ces choses que vous veniez d'imaginer perdre. Laissez cette
Appréciation, colorez votre journée. Sénèque donnait ce conseil magnifique. Rappelle-toi que tout ce que tu as t'est prêté. Tu devras le rendre. Embrasse tes enfants chaque jour comme si c'était la dernière fois. Dis au revoir à ton partenaire chaque matin comme si vous pourriez ne jamais vous revoir. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre pleinement présent à la valeur et à la beauté de ce que tu as maintenant. La visualisation négative n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. La vie est incertaine, tout change, tout finit éventuellement. Mais au lieu de nier cette réalité ou d'en avoir peur, les stoïciens choisissaient de la regarder en face, de s'y préparer mentalement et ainsi de vivre chaque jour avec plus d'intensité, de gratitude et de paix. Commencez à pratiquer cet exercice dès aujourd'hui. Vous serez surpris de voir comment imaginer la perte peut paradoxalement vous rendre plus heureux avec ce que vous avez. C'est un des paradoxes magnifiques de la philosophie stoïcienne. Quatrième clé, créer un espace entre stimulus et réponse. Après avoir appris à observer vos pensées, à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à pratiquer la visualisation négative, nous arrivons maintenant à une compétence pratique essentielle qui lie tout ensemble. Créer un espace entre le stimulus et votre réponse. Viktor Frankl, psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi, a magnifiquement exprimé ce principe. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Bien que Frankl ne fût pas stoïcien, il articulait parfaitement un principe que les stoïciens pratiquaient depuis 2000 ans. La plupart des gens vivent en mode réactif automatique. Quelque chose se passe et ils réagissent instantanément, sans réflexion, guidés par leurs impulsions et leurs émotions immédiates. Quelqu'un dit quelque chose de blessant, ils ripostent avec colère. Ils reçoivent une mauvaise nouvelle, ils s'effondrent dans l'anxiété. Ils sont confrontés à une difficulté, ils paniquent. Cette réactivité automatique est la source de la plupart de nos regrets. Combien de fois avez-vous dit ou fait quelque chose dans le feu du moment, puis regretté amèrement votre réaction quelques heures ou jours plus tard? Pourquoi ai-je dit ça? Pourquoi ai-je réagi comme ça? Ce n'est pas qui je veux être. Nous avons tous vécu cela, encore et encore. Le problème n'est pas que vous avez ressenti une émotion forte. Le problème est que vous avez agi depuis cette émotion sans pause, sans réflexion. Vous avez laissé l'émotion contrôler vos actions. Les stoïciens nous enseignent une alternative. Créer consciemment un espace entre ce qui nous arrive et comment nous y répondons. Épictète enseignait à ses étudiants une pratique simple mais transformatrice. Quand quelque chose de perturbant se produit, au lieu de réagir, immédiatement faites une pause, respirez, puis dites-vous « ce n'est qu'une impression, je n'ai pas besoin d'y réagir immédiatement, je peux choisir ma réponse ». Cette simple pause crée un espace magique. Dans cet espace, votre préfrontal cortex, la partie rationnelle de votre cerveau, peut reprendre le contrôle de votre amygdale, la partie émotionnelle primitive. Vous passez du mode survie au mode sagesse. Vous pouvez maintenant vous demander quelle est la réponse la plus sage ici? Quelle action s'aligne avec mes valeurs? Comment est-ce que je veux être dans cette situation? J'ai appris à pratiquer cela de manière viscérale lors d'une expérience particulièrement difficile. Il y a quelques années, quelqu'un que je considérais comme un ami proche m'a profondément trahi. Quand j'ai découvert la vérité, ma première réaction fut une vague intense de colère et de blessure. Chaque fibre de mon être voulait riposter, dire des choses blessantes, exposer publiquement ce qu'il avait fait, me venger. Mais par chance, ou peut-être par le fruit de mes années d'études du stoïcisme, quelque chose en moi a fait une pause. Au lieu d'envoyer immédiatement ce message en colère que je composais déjà dans ma tête, je me suis dit « Attends 24 heures, ne fais rien maintenant, donne-toi de l'espace ». Ces 24 heures ont changé tout. Oui, j'étais toujours blessé et déçu, mais avec le recul émotionnel que le temps avait créé, je pouvais voir la situation plus clairement. Je pouvais me demander
Si j'agis depuis ma colère, quelles seront les conséquences? Est-ce que cela résoudra quelque chose? Ou créera-t-il simplement plus de douleur pour tout le monde impliqué? Dans 10 ans, comment est-ce que je voudrais avoir réagi à cette situation? Finalement, j'ai choisi une réponse mesurée et digne. J'ai eu une conversation honnête mais calme avec cette personne. J'ai exprimé ma déception sans attaque. J'ai mis des limites claires. Et puis, j'ai laissé partir la relation et la colère, refusant de porter ce fardeau émotionnel plus longtemps. Si j'avais réagi depuis ma première impulsion émotionnelle, j'aurais créé un conflit dramatique qui aurait blessé de nombreuses personnes et dont j'aurais profondément regretté. Au lieu de cela, parce que j'ai créé un espace, j'ai pu répondre d'une manière dont je suis fier, une manière qui reflétait mes valeurs et ma philosophie. Marc Aurèle se rappelait constamment de créer cet espace. Il écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Et aussi, si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement maintenant. Notez cette dernière phrase. Maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, dans ce moment présent, vous avez le pouvoir de faire une pause et de choisir une réponse différente. Voici des techniques concrètes pour créer cet espace dans votre propre vie. Premièrement, la pause de respiration. Quand quelque chose de perturbant se produit, avant de faire ou dire quoi que ce soit, prenez 3 respirations profondes et lentes. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, répétez 3 fois. Ce simple acte active votre système nerveux parasympathique, calmant votre réponse de stress et donnant à votre cerveau rationnel le temps de s'engager. Deuxièmement, la règle des 24 heures pour les décisions importantes ou les communications émotionnelles. Si quelque chose vous bouleverse profondément, ou si vous êtes sur le point de prendre une décision majeure en réponse à une émotion forte, attendez au moins 24 heures avant d'agir. Écrivez ce que vous voulez dire ou faire, mais ne l'envoyez pas, ne le faites pas encore. Dormez dessus. Le lendemain, relisez avec des yeux frais. Vous serez souvent surpris de voir comment votre perspective a changé. Troisièmement, la question de recadrage. Quand quelque chose de négatif se produit, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause et demandez-vous « Comment est-ce que mon moi le plus sage répondrait à cela ? Si je regardais cette situation dans 10 ans, comment voudrais-je avoir réagi? Quelle réponse reflèterait mes valeurs les plus profondes ?» Quatrièmement, l'externalisation. Imaginez qu'un ami vient vous voir avec exactement le même problème. Quel conseil lui donneriez-vous? Souvent, nous sommes beaucoup plus sages et plus calmes quand nous considérons les problèmes des autres que les nôtres. Cette technique vous aide à accéder à cette sagesse pour vos propres défis. La beauté de créer cet espace entre stimulus et réponse est qu'il transforme chaque défi en une opportunité de pratiquer la sagesse. Au lieu d'être une victime passive des circonstances, réagissant automatiquement et regrettant souvent, vous devenez un agent actif, choisissant consciemment comment vous voulez être dans le monde. Avec le temps et la pratique, cet espace s'élargit. Ce qui prenait autrefois 24 heures de recul émotionnel peut prendre quelques heures, puis quelques minutes, puis quelques secondes. Éventuellement, même dans le moment, vous pouvez accéder à cet espace de choix conscient. C'est cela, le calme stoïcien. Ce n'est pas l'absence d'émotions ou de défis. C'est la présence d'un espace intérieur où, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous conservez le pouvoir de choisir votre réponse avec sagesse et vertu. Commencez à pratiquer cela dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelque chose vous perturbe, aussi petit soit-il, faites une pause. Respirez, créez cet espace. Puis, choisissez consciemment votre réponse. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez ce muscle de la sagesse et vous vous rapprochez de ce calme imperturbable que les stoïciens promettent. 5e clé. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer.
Nous voici à la 5e et dernière clé qui synthétise et complète toutes les autres. L'acceptation radicale de ce que vous ne pouvez pas changer. C'est peut-être le principe le plus difficile à embrasser, et pourtant c'est aussi le plus libérateur. Marc Aurèle l'exprimait magnifiquement. N'aspire pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette idée peut sembler contre-intuitive, voire défaitiste. Ne devrions-nous pas lutter pour changer les choses, améliorer notre vie, ne jamais abandonner? Absolument, mais seulement pour les choses qui sont réellement dans notre contrôle. Pour tout le reste, l'acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est de la sagesse active. Il y a une différence cruciale entre accepter et approuver. Accepter quelque chose signifie simplement reconnaître qu'elle est réelle, qu'elle s'est produite ou se produit, sans gaspiller votre énergie à souhaiter que la réalité soit différente. Vous n'avez pas besoin d'aimer cette réalité. Vous n'avez pas besoin de penser qu'elle est juste ou bonne. Vous reconnaissez simplement qu'elle est. Pensez à combien d'énergie mentale nous gaspillons à résister mentalement à la réalité. Cela ne devrait pas être arrivé. Ce n'est pas juste. Pourquoi moi? Si seulement les choses étaient différentes. Chacune de ces pensées est une forme de lutte contre ce qui est, et cette lutte crée une souffrance inutile. Voici une métaphore puissante. Imaginez que vous êtes dans l'océan et qu'une vague puissante arrive vers vous. Vous avez deux options. Vous pouvez vous raidir, résister, essayer de combattre la vague. Que se passe-t-il? La vague vous frappe avec toute sa force, vous renverse, vous traîne sous l'eau, vous fait suffoquer et vous laisse désorienté et épuisé. Ou vous pouvez faire ce que font les surfeurs expérimentés face à une vague trop grosse, plonger sous elle. Vous reconnaissez la puissance de la vague, vous acceptez qu'elle est là. Et au lieu de lutter contre elle, vous travaillez avec la réalité de ce qu'elle est. Vous plongez, vous laissez la vague passer au-dessus de vous, et vous émergez de l'autre côté, intact. C'est exactement ce que l'acceptation stoïcienne nous enseigne. Quand quelque chose de difficile se produit, quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous avez le choix. Vous pouvez vous raidir et résister mentalement, créant une souffrance supplémentaire, où vous pouvez reconnaître « cela s'est produit, je ne peux pas changer ce fait ». La question maintenant est comment vais-je répondre de manière constructive? J'ai dû apprendre cette leçon de la manière difficile. Il y a quelques années, j'ai reçu un diagnostic médical qui a complètement bouleversé mes plans de vie. Pendant des semaines, j'ai été consommé par la résistance. Ce n'est pas juste. Cela ne devrait pas m'arriver. Pourquoi maintenant? Je rejouais mentalement encore et encore les décisions passées, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose différemment pour éviter cette situation. Cette résistance mentale était épuisante et totalement improductive. Elle ne changeait rien à ma réalité médicale, mais elle empoisonnait chaque moment présent avec de l'amertume et de l'anxiété. Finalement, épuisé de lutter, je me suis tourné vers les stoïciens pour trouver de la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Ce qui nous arrive fait partie de ce qui nous est destiné. Les fibres de notre vie sont tissées ensemble pour former un tout. » Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais ton opinion sur ce qui t'arrive. » Armé de cette sagesse, j'ai fait une chose simple mais profondément difficile. J'ai accepté ma nouvelle réalité, non pas avec joie, pas avec résignation, mais avec une reconnaissance claire et honnête. Cela s'est produit. C'est maintenant ma réalité. Je ne peux pas changer ce fait, mais je peux choisir comment je vis avec cette réalité. Cette acceptation ne signifiait pas que je n'allais pas chercher un traitement ou faire tout ce qui était en mon pouvoir pour gérer la condition. Bien sûr que si. Mais j'ai cessé de gaspiller mon énergie précieuse à me battre mentalement contre le fait que cela m'était arrivé. J'ai redirigé cette énergie vers ce qui était constructif, suivre mon traitement, adapter mon mode de vie, chercher du soutien, trouver un nouveau sens dans les circonstances changées. Le résultat, une paix remarquable.
Non pas parce que ma situation médicale s'était améliorée, mais parce que j'avais cessé de lutter contre elle mentalement. J'avais cessé de vouloir que ma réalité soit différente de ce qu'elle était. Et paradoxalement, cette acceptation m'a donné plus d'énergie et de clarté pour faire face efficacement aux défis pratiques. Les stoïciens avaient une pratique appelée amor fati, l'amour du destin. C'est l'acceptation portée à son plus haut niveau, non seulement accepter ce qui se passe, mais l'embrasser activement comme nécessaire et même désirable pour notre croissance. Nietzsche, grand admirateur des stoïciens, décrivait l'amor fati comme sa formule pour la grandeur humaine, ne rien vouloir d'autre que ce qui est. Maintenant, je ne vous demande pas d'aimer immédiatement chaque difficulté qui vous arrive, c'est un niveau avancé de pratique. Mais je vous encourage à commencer par l'acceptation simple. Quand quelque chose de difficile se produit, au lieu de lutter mentalement contre le fait que c'est arrivé, essayez de dire simplement « Cela s'est produit, c'est maintenant ma réalité, je l'accepte. Quelle est la prochaine action constructive que je peux prendre? Voici un exercice pratique que je recommande. Faites une liste de toutes les choses dans votre vie contre lesquelles vous luttez mentalement en ce moment. Des choses qui se sont déjà produites ou qui sont déjà vraies, mais que vous continuez à souhaiter être différentes. Peut-être quelque chose de votre passé que vous regrettez, peut-être un aspect de votre situation actuelle que vous trouvez injuste, peut-être une caractéristique de vous-même ou de quelqu'un d'autre que vous souhaitez pouvoir changer. Pour chaque élément de cette liste, demandez-vous honnêtement, puis-je changer ce fait maintenant? Si la réponse est oui, alors faites un plan d'action concret. Mais si la réponse est non, si c'est quelque chose qui s'est déjà produit ou qui est hors de votre contrôle, alors pratiquez l'acceptation. Pour chaque élément que vous ne pouvez pas changer, dites à voix haute « Je ne peux pas changer cela. Je l'accepte comme une partie de ma réalité. Je choisis de ne plus gaspiller mon énergie à souhaiter qu'il soit différent. À la place, je vais concentrer mon énergie sur ce que je peux contrôler, mes pensées, mes actions et comment je vis à partir de maintenant. » Au début, cette acceptation peut sembler forcée, superficielle. Continuez quand même, répétez-la quotidiennement si nécessaire. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. La résistance mentale se dissout, la paix s'installe. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus d'énergie maintenant que vous ne la gaspillez plus à lutter contre ce qui est déjà réel. Marc Aurèle méditait souvent sur le fait que tout ce qui arrive fait partie de l'ordre naturel des choses, de la grande tapisserie, de causes et d'effets qui tissent l'univers. Il écrivait « Tout ce qui arrive, arrive comme il se doit. Si tu observes attentivement, tu trouveras cela être ainsi. » Cette perspective nous aide à voir que notre résistance à ce qui est vient d'une illusion. L'illusion que les choses auraient pu ou dû être autrement. Mais en réalité, étant donné toutes les causes et conditions qui ont précédé ce moment, les choses ne pouvaient pas être autrement qu'elles ne sont. Cela ne signifie pas que le futur est prédéterminé. Vous avez toujours le pouvoir de façonner ce qui vient ensuite par vos choix. Mais le passé et le présent sont fixés. Lutter contre eux mentalement est aussi futile que de lutter contre la gravité. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est reconnaître où votre pouvoir réside vraiment, non pas dans le souhait que la réalité soit différente, mais dans le choix de comment vous allez danser avec la réalité telle qu'elle est. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer cette acceptation. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « cela ne devrait pas être comme ça » ou « si seulement les choses étaient différentes », faites une pause, respirez, puis dites « mais c'est comme ça, je l'accepte. Maintenant, comment vais-je répondre sagement ?» Cette simple pratique, répétée encore et encore, transformera progressivement votre expérience de la vie d'une lutte constante en une danse fluide avec ce qui est. Conclusion. Votre chemin vers la sérénité stoïcienne. Nous voici à la fin de notre voyage, à travers les 5 clés stoïciennes pour maintenir votre calme en toutes circonstances.
Récapitulons brièvement ces principes transformateurs qui, s'ils sont pratiqués avec dévouement, peuvent changer radicalement votre expérience de la vie. Premièrement, nous avons appris que vos pensées créent vos émotions, pas les événements eux-mêmes. En prenant conscience de vos pensées et en les questionnant, vous reprenez le pouvoir sur votre vie émotionnelle. Deuxièmement, nous avons exploré la distinction cruciale entre ce qui est dans votre contrôle et ce qui ne l'est pas. En concentrant toute votre énergie uniquement sur la première catégorie, vous éliminez la majeure partie de votre stress et de votre frustration. Troisièmement, nous avons découvert la puissance paradoxale de la visualisation négative. En imaginant régulièrement les pertes potentielles, vous vous préparez aux difficultés et cultivez une gratitude profonde pour ce que vous avez maintenant. Quatrièmement, nous avons appris à créer un espace entre le stimulus et votre réponse. Cette pause vous permet de passer du mode réactif automatique au mode sagesse consciente, transformant chaque défi en une opportunité de pratiquer vos valeurs. Cinquièmement, nous avons exploré l'acceptation radicale de ce que vous ne pouvez pas changer. En cessant de lutter mentalement contre la réalité, vous libérez une énergie précieuse pour agir constructivement. Ces 5 clés ne sont pas de simples concepts intellectuels à comprendre une fois puis oublier. Ce sont des pratiques à appliquer quotidiennement dans les petits moments ordinaires comme dans les grands défis de la vie. Comme toute compétence, elles s'améliorent avec la répétition. Ne vous attendez pas à maîtriser ces principes du jour au lendemain. Les stoïciens eux-mêmes, ces maîtres de la philosophie, luttaient quotidiennement pour les appliquer. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, tous écrivaient constamment des rappels à eux-mêmes, se rappelant encore et encore ces vérités qu'ils avaient tendance à oublier dans le feu de la vie quotidienne. La différence entre eux et la personne moyenne n'était pas qu'ils ne ressentaient jamais d'émotions perturbantes ou ne faisaient jamais face à des situations difficiles. Au contraire, ils faisaient face à des défis que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. La différence était qu'ils avaient des outils philosophiques pour maintenir leur équilibre intérieur malgré le chaos extérieur, et qu'ils pratiquaient ces outils avec diligence. Vous avez maintenant ces mêmes outils. La question est, allez-vous les utiliser? Allez-vous faire l'effort de pratiquer ces principes chaque jour, même quand c'est difficile, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats? Parce que je vous promets, si vous persévérez, les résultats viendront. Commencez petit. Choisissez une de ces 5 clés qui résonnent particulièrement avec vous en ce moment. Peut-être que c'est observer vos pensées. Peut-être que c'est distinguer ce qui est dans votre contrôle. Quelle qu'elle soit, engagez-vous à la pratiquer consciemment pendant les 2 prochaines semaines. Notez vos observations. Que remarquez-vous? Comment votre expérience change-t-elle? Une fois que cette première pratique commence à devenir plus naturelle, ajoutez-en une deuxième, puis une troisième. Progressivement, ces principes s'intègrent dans votre façon de penser et de vivre. Ils deviennent moins des techniques que vous appliquez consciemment et plus une lentille naturelle à travers laquelle vous voyez le monde. Et rappelez-vous, le but n'est pas de devenir une statue de marbre sans émotion. Les stoïciens n'étaient pas des robots. Ils ressentaient toute la gamme des émotions humaines. Le but est de développer une paix intérieure fondamentale qui reste stable même quand les émotions et les circonstances fluctuent, une ancre intérieure qui vous empêche d'être emporté par les tempêtes de la vie. Je veux terminer avec une citation de Marc Aurèle qui résume magnifiquement tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette vérité simple mais profonde est au cœur de la sérénité stoïcienne. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, les caprices du destin, les changements inévitables de la vie. Mais vous pouvez toujours, absolument toujours, contrôler une chose, votre esprit, vos pensées, vos jugements, votre réponse. Et cette seule chose, si vous apprenez à la maîtriser, est suffisante.
Elle est plus que suffisante. C'est la clé de cette tranquillité imperturbable que vous recherchez, cette paix qui transcende les circonstances, ce calme profond qui demeure même au cœur de la tempête. Ce chemin n'est pas facile. Personne n'a dit qu'il le serait. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Peut-être le plus qui vaille la peine. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que la paix intérieure? Qu'est-ce qui pourrait être plus libérateur que de ne plus être à la merci des événements extérieurs, des opinions des autres, des hauts et des bas de la fortune? Les stoïciens vous offrent cette liberté. Pas la liberté de circonstances parfaites, personne ne peut promettre cela. Mais la liberté de quelque chose de bien plus précieux. La liberté intérieure, la capacité à maintenir votre paix et votre dignité, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette liberté est votre droit de naissance en tant qu'être humain rationnel. Elle est accessible à vous maintenant, aujourd'hui, dans ce moment. Tout ce qu'elle demande, c'est que vous fassiez le choix de la cultiver jour après jour, moment après moment, défi après défi. Alors, mon ami, allez-vous faire ce choix ? Allez-vous entreprendre ce voyage stoïcien vers la sérénité? Les outils vous ont été donnés. Les principes ont été partagés. Maintenant, c'est à vous d'agir. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Observez vos pensées. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Imaginez les pertes potentielles et appréciez ce que vous avez. Créez un espace avant de répondre. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Faites ces choses encore et encore. Et je vous promets que progressivement, subtilement mais sûrement, vous remarquerez un changement. Le monde n'aura pas changé. Les défis seront toujours là. Mais vous aurez changé. Vous serez plus calme, plus centré, plus en paix. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la philosophie stoïcienne et le développement personnel. Et surtout, laissez un commentaire me disant laquelle de ces 5 clés vous allez pratiquer en premier. J'aimerais connaître votre engagement. Rappelez-vous, comme Sénèque l'a dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Vous savez maintenant où vous allez, vers la sérénité, vers la paix intérieure, vers cette tranquillité imperturbable des stoïciens. Les vents vont souffler, favorables et défavorables. Mais avec ces outils, vous pouvez naviguer à travers n'importe quelle tempête. Je vous souhaite paix, sagesse et courage sur votre chemin stoïcien. Jusqu'à la prochaine fois, restez calme, restez présent et rappelez-vous, le pouvoir est en vous.